Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance de soutenance de mémoire. Je crois que c'est la troisième pour cet après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Rosna Florville qui va nous présenter son travail intitulé Analyse de l'impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur la motivation et la performance des employés, cas de la Banque nationale de crédit et succursale du parc industriel. Ce mémoire a été encadré, dirigé par notre collègue Maître Rijan Louis et le rapporteur n'est autre que le professeur Fred Célimène. Je remplace je remplace mon collègue Jude-Marie Saint-Martin qui est, un peu empêché. Alors, Rosna, on t'accorde 10 minutes pour nous faire une démonstration de ton travail. Il est 41. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est correct pour le PowerPoint? Oui, ça va, on voit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues, chers invités, bonjour. C'est pour moi un honneur de vous présenter aujourd'hui les résultats de mes travaux de recherche portant sur le thème gestion des ressources humaines et performance organisationnelle. Le travail est ainsi présenté une introduction du sujet, de la problématique, de l'objectif général, de 2 objectifs spécifiques et de 2 hypothèses. Après, on y trouve 3 chapitres. Le premier traite le cadre théorique et la deuxième le cadre conceptuel. Le deuxième chapitre traite de la présentation de l'institution et de la méthodologie. Enfin, le troisième chapitre porte sur la présentation des résultats de l'enquête, la vérification des hypothèses et les limites du sujet. Avant l'apparition formelle des ressources humaines, l'organisation du travail était portée sur des principes mécaniques ou administratifs. Le travail était pensé de manière scientifique pour maximiser la production ou gérer de façon purement juridique et logistique, sans considérer le bien-être ou le développement du travail. Après l'apparition d'une direction qui tient compte du travailleur aujourd'hui, le travail est repensé, mais ces travailleurs continuent de subvenir. Le sujet est formulé ainsi. Analyse de l'impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur la motivation et la performance des employés, cas de la Banque nationale de crédit, succursale du parc industriel. Nous avons formulé cette problématique suivante. Dans quelle mesure les pratiques de gestion des ressources humaines influencent-elles la motivation et la performance des employés de la Banque nationale de crédit, spécifiquement au sein de la succursale du parc industriel? Cette problématique nous a porté à nous donner comme objectif général d'analyser l'impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur la motivation et la performance des employés de la Banque nationale de crédit, succursale du parc industriel. De cet objectif général découlent 2 objectifs spécifiques qui sont identifier et analyser les effets des pratiques de gestion des ressources humaines sur la motivation des employés. Deuxièmement, examiner l'influence de ces pratiques sur la performance individuelle et organisationnelle des employés. Présentation de la BNC. Fondée le 17 août 1979, c'est une banque commerciale dont l'État haïtien est l'unique actionnaire. Elle a été conçue pour renforcer le système bancaire national et offrir des services de banque commerciale au public tout en soutenant le développement économique du pays. Quant à la succursale du parc industriel, elle a été créée par décret le 22 octobre 1981 pour gérer les parcs industriels en Haïti. Elle se situe dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pour la recherche, nous avons procédé par une approche mixte. Population et échantillon. Personnel de la Banque nationale de crédit succursale du parc industriel. Échantillon stratifié de 20 employés. Collecte des données et
collecte des données questionnaires anonymes et entretien semi-directive. Méthode d'analyse, calcul de pourcentage, croisement des données, tableau et graphique. Après le dépouillement des données, la mise en tableau suivant les indicateurs suivants établis. Nous réalisons que 80% des employés estiment que leur travail n'est pas suffisamment reconnu. Ce manque de reconnaissance constitue un facteur important de démotivation et de désengagement progressif. 78% considèrent que l'évaluation du rendement n'a aucun impact concret sur leur carrière ou leur rémunération. 72% des employés jugent la fréquence des formations insuffisante. Cela confirme l'existence d'un déficit structurel en matière de développement des compétences susceptibles d'influencer négativement la motivation et la performance. 65% des employés estiment que leur rémunération ne leur permet pas de maintenir un niveau de vie satisfaisant. Le défi de la performance à la Banque nationale de crédit succursale Parc industriel, suivant les pratiques de GRH sur la motivation et la performance des employés de la BNC, notamment de la succursale du Parc industriel, est marqué par des pratiques souvent formelles et administratives, sans véritable stratégie de motivation, déficit de reconnaissance, formation inadaptée, évaluation du rendement discrédité. Les résultats montrent que les principes pratiques de GRH sont jugés insuffisantes par une majorité des répondants. Ces insuffisances ont un impact négatif direct sur la motivation des employés. Par conséquent, l'hypothèse 1 est confirmée. Les pratiques de GRH influencent significativement la motivation des employés. De plus, les résultats montrent que la motivation des employés est principalement centrée sur le sens du travail, mais reste limitée sur le plan intrinsèque et organisationnel. Cette situation se traduit par une performance essentielle conforme aux tâches prescrites, mais une faible implication dans les initiatives personnelles et innovantes. L'hypothèse 2 est partiellement confirmée. La motivation influence positivement la performance, mais principalement sur les tâches de base et beaucoup moins sur la performance. Les résultats s'accordent exactement aux approches théoriques choisies pour nous guider sans le cadre de ce travail. Ainsi, avons-nous découvert un manque de reconnaissance des compétences des employés, des évaluations sans impact sur leur rémunération et leur carrière, formation insuffisante ou pas suivant le mérite offert par l'employeur. Rémunération insuffisante, d'où la baisse de motivation de la part de ces derniers. Nous avons concentré des difficultés énormes qui nous ont porté à tracer des limites, par exemple. Notre échantillon est restreint, seulement 20 personnes ont participé. Vu la situation sécuritaire du pays, il était difficile de répondre à d'autres succursales. Biais de désirabilité sociale possible qui porterait certains répondants à ne pas répondre suivant le vécu réel aux questions. Désailles transversales, c'est-à-dire nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qui va se passer après cette étude. Il n'y a pas de mesure de l'évolution dans le temps. Je recommanderais programme structuré de reconnaissance, plan de formation annuel ciblé, indexation des salaires sur l'inflation, revitalisation de l'évaluation du rendement, institutionnaliser le feedback positif lors des réunions d'équipe, lier les primes à des critères transparents et stables, décentraliser partiellement la GRH vers les succursales, développer un soutien psychosocial face au contexte haïtien. En conclusion, ce mémoire de sortie avait pour ambition d'analyser à travers une démarche méthodologique mixte et combinant recherche documentaire et enquête de terrain. Le fait des pratiques de gestion des ressources humaines sur la motivation et la performance des employés de la Banque nationale de crédit succursale du Parc industriel. Je dis qu'investir dans la motivation des employés de la BNC, c'est investir dans la qualité des services finances rendus à la population haïtienne et aussi dans le développement économique du pays. Un grand remerciement à mon président, M. Christophe. Un grand remerciement aussi à mon encadreur. Un remerciement spécial à ma famille et au personnel de la BNC. Merci de m'avoir prêté votre attention. Je me mets sous votre appréciation. Merci, Rosna, pour ton exposé.
Je pense que le jury va apprécier à la fois le contenu maintenant et l'exposé oral, et surtout dans l'idée de te dire exactement ce qu'il faut faire pour améliorer ce travail. Donc, j'aurais moi-même quelques remarques. Bon, pas de questions, mais des remarques. Mais je passe la parole d'abord au rapporteur, le docteur Fred Célimène. Merci, Monsieur le Président. J'aurais quelques remarques de forme déjà à faire. Bon, merci pour l'oral, hein, mademoiselle Rosna Florville. Hein. Elle a fait un exposé oral qui est tout à fait correct et on a bien entendu, bien compris son propos. Hein. Donc, Rosna a quelques bonnes références dans son mémoire. Elle a quelques bonnes références. Elle a fait un bon exposé. Elle a un sujet qui est, à mon avis, tout à fait intéressant, qu'elle a mené, qu'elle a traité dans le cadre d'une institution précise. C'est plus intéressant, ce genre de sujet, c'est plus intéressant de le faire dans une institution que de le faire à l'échelle de pays. Ouais, là, ce genre de sujet, c'est au niveau microéconomique qu'on peut le traiter, mais il aurait été pertinent de le traiter de façon comparative en faisant le même exercice d'enquête, d'entretien, tout ce que l'on veut, avec une autre institution identique entre guillemets, hein, ayant les mêmes caractéristiques, ayant les mêmes niveaux de rémunération, hein, la même hiérarchisation, et voir, parce qu'il est difficile de parler de performance des salariés, surtout quand on met comme argument le salaire. Hein. Tu vas pas trouver un seul salarié qui va te dire qu'il est bien payé, qu'il est suffisamment payé. Hein. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas un vrai indicateur pour mesurer la performance. Tu vois? Il ne faut pas s'appuyer sur cet indicateur-là en général. Et puis, il faut définir la performance du salarié, parce que c'est pas, tu n'as pas traité de la performance de l'entreprise, tu as traité de la performance des employés. Ça n'est pas la même chose, parce qu'il y a une disparité, hein, premièrement, entre les strates d'encadrement, les strates de niveau, hein, et même il y a des différences non seulement entre les strates, mais au sein des strates aussi. Donc, intrastrates et interstrates, il y a des différences. Donc, c'est un exercice difficile de mesurer la performance des employés. Il faut trouver les bonnes variables, hein, et faire cela de façon comparative pour pouvoir dire que on a là deux entreprises identiques dans le même secteur financier, bancaire, avec les mêmes grilles salariales, avec les mêmes hiérarchisations, et il y a une différence de performance. Ben, cherchons les différences de performance, elles viennent d'où? Et là, tu peux tenir un discours. Mais avant de poursuivre dans le fond, je veux rester dans la forme. Tu as pris quelques légèretés, quelques libertés avec la notion de présentation des documents du mémoire. Dans le mémoire, on ne souligne pas dans le texte. Deuxièmement, on n'utilise pas les 1.1, 1.2, si tu vois, document de présentation, les paragraphes sont très clairs,
Hein, les paragraphes, c'est 1, 2, 3, 4 s'il le faut, mais ce sont des numérotations qui permettent de voir si l'étudiant ne fait pas une sorte de récitation de thème, même fait le lien entre les différents paragraphes. Hein? Là, tu nous as bombardé de 1.2, 1.3, 2.3, 2.4. Ça n'existe pas dans le document. Alors, je t'invite à relire ce document de présentation des mémoires que nous exigeons. C'est l'établissement qui l'impose. Ce n'est pas M. Célimène qui l'impose. Là, je fais référence à la remarque du docteur Nelson lors de la soutenance précédente. Ce ne sont pas les individus qui comptent. Hein? Ce n'est pas moi qui veux que tu utilises les règles qui sont dans le document de présentation. C'est l'établissement qui le demande. C'est-à-dire, même si moi je disparais, ces règles-là ne vont pas changer. Elles sont là et on doit s'y conformer. D'accord? Donc, prenez cette discipline-là. Deuxièmement, la table des matières n'est pas bien faite du tout. Dans ta table des matières, on ne voit pas apparaître la bibliographie, la conclusion et les annexes. Tout ça, les annexes y sont, mais ce n'est pas souligné. Ce n'est pas à souligner. Et tu peux mettre annexe et puis mettre annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4, au lieu de mettre annexe 1 et puis mettre partie A, partie B, etc., etc. Enfin, la table des matières n'est pas bien faite du tout parce qu'elle n'est pas conforme. Et puis, dans ton document, je ne sais pas pourquoi, tu nous as mis une sorte d'impression, une sorte de cachet sur tout le document, un cachet qui est créé avec Office Suite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Créé avec Office Suite. Je ne sais pas. Normalement, il n'y a pas. C'est comme sur un document qui n'est pas fini, on met projet. Et toutes les pages, hein, on voit projet en fond de page. En fond de page, tu as mis créé avec Office Suite. On n'a pas le droit de faire ça dans un mémoire. Hein, on ne fait pas de publicité pour Office Suite. Hein, d'accord? Donc, je t'invite à régler ça. Alors, pour ma connaissance personnelle, tu vas me répondre en quoi la banque BNC, puisque tu dis qu'elle a été créée par l'État pour soutenir le parc industriel, et en quoi elle devient, cette banque, une succursale. Le mot succursale me gêne dans le cas de la BNC et du parc industriel. Tu vas m'expliquer ça, moi je te fais confiance et je me fie à toi, parce que comme tu as travaillé sur le sujet pendant des mois, et moi je n'ai pas consacré autant de temps que toi sur le sujet. Donc, par définition, tu connais le sujet mieux que moi. Donc tu vas m'expliquer tout ça. Ensuite, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que si on améliore la grille salariale, parce que aussi en amont de cette question, tu devras me dire s'il existe une grille salariale et est-ce que tu as eu accès à cette grille salariale, hein? Est-ce que tu as quelques idées là-dessus? Bon, est-ce que si on améliore la grille salariale, d'après ce que tu as pressenti, hein, pas par rapport à ce que les salariés vont te dire, parce que tous, ils vont te dire, si vous améliorez mon salaire, je serai plus performant. Hein. Donc, je ne te demande pas la réponse des salariés, je te demande ta réponse. Est-ce que si on améliore le salaire, on améliore la performance, d'après ce que tu as pu constater? Ou est-ce que tu as pu constater à travers ton travail au sein de cette institution qu'il y aurait d'autres éléments plus importants pour toi
qui conduirait à une amélioration de la performance des employés. Je dis bien performance des salariés, pas performance de l'entreprise, hein, à ne pas confondre. Alors, voilà, Monsieur le Président, une première série de remarques et de questions, et je me réserve le droit de revenir tout à l'heure après les réponses de Rosna. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Bon, on permet à Rosna de répondre tout de suite aux questions, mais les remarques sont à prendre en compte pour améliorer le travail. Merci de répondre directement aux questions. Rosna, tu as la parole. Oui, merci. Je tiens à vous remercier, monsieur Fred Selimène, pour vos recommandations. Mais pour la première question, je n'ai pas bien saisi. J'aimerais bien que vous reformuliez pour moi la première question. Mais pour l'amélioration de la grille salariale, je vais répondre. Non, la première question portait sur la performance. Est-ce que, c'est ce que je t'ai posé comme question, est-ce que la performance des employés est vraiment liée à l'insuffisance des rémunérations? C'est ça ma première question. Et je t'ai aussi posé en amont cette question. Peux-tu m'expliquer en quoi la BNC est une succursale d'un parc industriel? Explique-moi le véhicule juridique qu'il y a derrière ça. Quand tu dis que c'est une succursale d'un parc industriel, alors que tu as dit au préalable que la BNC, c'est une création de l'État pour financer, pour aider, pour soutenir le parc industriel. Je vais parler concernant vraiment l'amélioration vraiment de la grille salariale. Avant de passer à la question de la performance des employés. Bon, pour la grille salariale, dans une institution comme la BNC, ça ne se fait pas vraiment par rémunération. Ça ne se fait pas vraiment par l'évaluation, excusez-moi, parce que les salaires dans une institution comme BNC sont définis par des grilles réglementaires que la direction de la succursale ne peut pas modifier unilatéralement. C'est pour ça que j'ai donc privilégié des recommandations actionnelles localement. Je ne sais pas si vous êtes satisfait à ma réponse. Vas-y, continue, je vais voir. Parce que tout ça, c'est lié, continue. Oui, c'est l'indexation sur l'inflation qui est proposée comme recommandation à moyen terme nécessitant une négociation avec les autorités tutelles. Par exemple, dans mon cas de la direction des ressources humaines, quand j'ai fait appel à la direction des ressources humaines, des fois, même la direction des ressources humaines ne peut pas faire des augmentations comme ça dans une banque. Parce qu'il y a un titel, par exemple, qu'on prend les présidents, les directeurs généraux, tout ça, c'est comme une sorte, on doit faire une sorte d'assemblée pour voir ça ensemble. C'est-à-dire, dans le cas de la BNC, vraiment, même s'il y a une direction qui est là pour ça, mais il ne peut pas faire tout seul sans l'aide des... Rosna, oui. Rosna, tu fais la même erreur de tout à l'heure. Et monsieur, le docteur Nelson a souligné ça. Mais on s'en fiche des directeurs. On s'en fiche des directeurs généraux. On parle d'institutions. Moi, je ne te parle pas de directeur, je parle de généraux. C'est comme à l'IUS, on s'en fout de Fred Selimène. On s'en fout. Il y a des règles. Fred Selimène meurt demain, ben, les règles vont rester. Donc, ne me parle pas de directeur. Moi, je suis responsable académique, mais demain, je ne suis pas là, il y aura un autre responsable académique. Donc, on s'en fiche des individus. Dis-nous clairement comment l'augmentation salariale est faite. Tu dis qu'il y a une assemblée, mais c'est une succursale créée par l'État. Est-ce que c'est un établissement public? Moi, je veux que tu m'expliques le véhicule juridique. Et en fonction du véhicule juridique, c'est pourquoi je me réserve l'opportunité d'intervenir. C'est quoi le véhicule juridique de la BNC? C'est quoi? C'est une administration?
une entreprise à actionnariat majoritairement public. Donc, si c'est majoritairement public, la grille salariale se confond avec d'autres structures parapubliques. Donc, explique-nous le véhicule juridique et qui explique du même coup la grille salariale. Ton micro est fermé, Osna. Osna, ton micro est fermé. Et puis la caméra doit rester allumée ici, s'il te plaît, Osna. Mais la caméra est allumée, monsieur Robichaud? Là, maintenant, Oui. c'est fait. C'est bon. La caméra est allumée, peut-être c'est ma main qui est passée. Bon, oui. Mais il faut aussi des recommandations, monsieur Sélignan. Vos recommandations sont-elles réalistes dans le contexte haïtien actuel? Oui. Précisément parce que je les ai priorisées selon leur coût et leur faisabilité. Les deux recommandations à court terme, programme de reconnaissance et plan de formation ciblé, sont à coût quasi nul et peuvent être mises en œuvre immédiatement par le directeur succursal sans attendre des décisions au siège. Mais ce n'est pas ça sa question. Il te demande de clarifier le statut de cette banque. Parce que Oui. quand tu présentes ça comme public, tantôt tu présentes ça comme parapublic. Donc, quel est le statut pour qu'il puisse comprendre le mécanisme de détermination de la grille salariale et tout? Et le deuxième aspect de sa question, est-ce qu'on peut réduire la motivation des salariés à cette grille salariale? Est-ce qu'il n'y a que ça pour expliquer la motivation des salariés? Exactement. Oui, monsieur Christophe, c'est public, la Banque nationale, c'est public, mais la grille dépend du conseil aussi. C'est-à-dire, la ressource humaine dont je parle là, il n'y a pas toutes vraiment les capacités à faire tout. Ce qui est normal. Parce que s'il y a des règles, par exemple à l'IS, il y a une grille, mais ce n'est pas la grille de M. Providence. Il y a un conseil qui arrête la grille. Mais ce conseil peut être touché par des revendications. À ce moment-là, ce conseil est à même de la modifier. D'accord? Donc là, OK, on retient que c'est public, mais ce n'est pas un scandale du tout s'il y a des règles et que tout le monde doit les respecter. Ce n'est pas du tout important. Voilà, maintenant, répond à l'autre aspect. Est-ce que c'est que cette grille ou le salaire qui peut expliquer, qui pourrait expliquer la performance individuelle, la performance des salariés? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs que tu n'as pas pris en compte et qui pourraient expliquer ça? D'après moi, je dis le salaire. Tu l'as déjà dit. Mais il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas quoi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le salaire? Bon, il y a le salaire, il y a peut-être aussi, il faut reconnaître la reconnaissance aussi des employés. C'est quoi la reconnaissance? Bon, tu parles de quoi quand tu dis la reconnaissance? C'est quoi? Bon, la reconnaissance, pour faire une reconnaissance à une personne, c'est dédié par exemple une attestation, les féliciter, tout ça, juste pour trouver. Mais il y a la vie aussi personnelle des employés. Non, mais si la vie personnelle des employés, ça ne rentre pas en ligne de compte dans la performance, puisque c'est la même chose dans toute. Si tu me dis que c'est que le salaire ou la vie personnelle, donc il n'y a pas de différence entre la BNC et une autre entreprise. Parce qu'on retrouve les mêmes choses. Non. Et puis, je ne suis pas vraiment satisfait de la réponse. Parce que je ne connais pas, hein, peut-être que je me trompe. Hein. D'ailleurs, dans l'assistance, il y a quelqu'un qui peut m'aider à comprendre. Mais la BNC ne peut pas être une entreprise vraiment publique. Quand tu dis public, c'est que c'est considéré comme l'éducation nationale et qu'il y a une grille salariale de la fonction publique et non pas de la BNC. Donc, il faut faire attention entre quelque chose, comme entre un établissement public et une fonction publique. Ouais, c'est différent. Donc,
il faut bien comprendre c'est quoi la BNC. Puis dis-moi le lien qu'il y a d'un point de vue juridique entre la BNC et le parc industriel. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Dis-moi quelque chose que je comprenne le rôle de la BNC et le parc industriel. Tu parles là à quelqu'un qui connaît rien là-dessus. Monsieur Fatih, le rôle de l'étudiant, c'est d'expliquer à l'audience, à l'auditoire et aux membres du jury, mais pas seulement, à tous ceux qui nous écoutent. Son rôle, c'est d'expliquer aux gens l'objet sur lequel il a travaillé. C'est ça le rôle de l'étudiant. Voilà. Merci, professeur. Bien que vous n'êtes pas satisfait vraiment à mes réponses, mais n'oubliez pas vraiment aussi les réponses, les questions posées aussi sont toujours entremêlées. C'est-à-dire, vous n'êtes pas vraiment resté ou focalisé dans des questions. Je vais répondre quand vous parlez de la BNC et succursale parc industriel. Succursale parc industriel, c'est une succursale même de la BNC parce que BNC a 39 succursales. Succursale parc industriel, il fait partie de la Banque nationale aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. La banque, c'est une autre entité. Oui. C'est uniquement la localisation. C'est BNC qui est localisé dans le périmètre du parc industriel. Oui, c'est la BNC. Avec le parc lui-même. Exact. Voilà. Il faut être clair. Hein, mais oui, c'est ça. Ils doivent être posés clairs aussi, Monsieur le Président. Ah bon? C'est important. Des fois, je me suis un petit peu perdu. Quand M. Selimène, des fois, il me pose une question et puis là, bon, le petit Jean est perdu. Excuse-moi, je pose des questions tordues. Tu voudras bien excuser le membre du jury. Alors, poursuis dans mes remarques. Merci de poursuivre. On doit aussi gérer le temps. Tu continues, réponds aux autres questions. Je crois voilà. Il y en a une autre question encore? Non. Il n'y a pas d'autres questions encore? Il n'y a pas d'autres questions? Bon. Tu ne nous dis rien sur le non-respect des règles de présentation sur lesquelles tu as pris quelques libertés? Bon, je n'ai pas pris vraiment de quelques libertés, professeur. Comme monsieur Christophe, il peut en témoigner aussi, parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés. J'ai failli même abandonner. C'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Rosda, tu sais pourquoi? Tu as failli ne pas terminer? Oui. Tu veux que je te dise pourquoi? Mais tous les gens qui sont comme toi et qui savent même avant de s'inscrire qu'ils ont un mémoire en enjeu, tous les gens qui sont arrivés comme toi avec des difficultés, c'est parce qu'ils n'ont rien fait d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, et puis ils se disent, tiens, en avril, il est temps que je commence à me concentrer sur mon mémoire. Et c'est comme ça que tu rencontres le problème. Tous ceux qui ont fait ça, ils se sont endormis pendant 7 mois, 6 mois, et puis ils pensent qu'ils vont faire un bon travail dans les 2 derniers mois de l'année. Ben voilà pourquoi tu t'es trouvé dans cette difficulté. Si tu étais concentré là-dessus depuis le mois d'octobre, je dirais même avant, hein, parce qu'un étudiant qui rentre en L4 à l'IUS est au courant de tout. Tout est écrit, tout est connu, tout est transparent. Il n'y a aucune cachotterie, aucune magouille, aucun truc. Un étudiant qui s'inscrit en septembre, c'est qu'il rentre en L4 en septembre. Les cours commencent en octobre. Il sait qu'il n'a pas cours à partir de janvier et que c'est consacré à son mémoire et à son stage. Mais tout ça, il le sait depuis septembre. Je pourrais même dire, quand il est en L3, il connaît déjà les règles de L4. Ça veut dire plus d'1 an avant. Donc, personne ne peut être surpris en matière de délai et de règles. Personne n'est surpris. Tout est écrit, tout est transparent, tout est diffusé. Donc, personne ne peut dire, j'étais surpris, j'étais pris par le temps, j'étais pris. Non, ça passe pas, ça. Pas à l'IUS.
Même les cours que vous aurez à suivre au premier semestre, tous les cours sont connus à l'avance, c'est diffusé, le nombre d'heures de TD, les modalités d'examen ou de contrôle continu, tout est connu des mois, des années à l'avance. Donc, personne n'est pris au dépourvu. Très bien. Merci, professeur. Mais il y en a des problèmes personnels dans la vie, professeur. Vous êtes capable de commencer à partir de septembre pour arriver à décembre même pour terminer. Il y a des problèmes là, c'est comme si vous émergez dans un bassin. Vous n'êtes pas capable de surmonter. Ça dépend du problème. C'est pas, c'est pas la fin que j'ai pas. Oui. Rosa, ceci n'excuse pas les légèretés. Parce que tu ne peux pas mettre des choses en filigrane dans un texte. Ça agresse le lecteur. Tu ne peux pas dire que c'est parce que tu avais des problèmes. Tu ne peux pas non plus nous dire que il y a des fautes qui apparaissent dans ton travail, que c'est parce que tu as été la seule touchée par tous les problèmes du monde. Tu ne peux pas nous dire non plus que, par exemple, même au niveau des sigles, le fait de ne pas bien faire attention et de classer par ordre alphabétique, ça s'appelle un problème de concentration. C'est ton problème, c'est pas les règles de l'IUS qui doivent s'adapter à chaque problème. Il faut vraiment comprendre ce qu'on attend de chacun. Et comment le rapporteur l'a dit, ce qu'on attend est connu de tous. Et en plus, l'évaluation du travail, on l'annonce bien en amont, que cette évaluation va s'appuyer sur ces règles. Donc voilà, donc merci de préférence de prendre en compte les remarques pour les corriger, parce qu'il y en a pas mal. Il y a des choses à corriger, à clarifier avant le dépôt final du travail. Il faut bien comprendre. J'en profite pour faire continuer sur les remarques, en plus de tout ce qui a été dit déjà. Quand tu prends ton cadre théorique, Rosna, si tu cites des auteurs intéressants, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais il faut ramener ça à ton objet d'étude. Il faut t'appuyer sur ces théories pour expliquer tes variables, d'accord? Ce n'est pas uniquement de juxtaposer les théories. Par exemple, tu as comme variable rémunération, reconnaissance, formation, évaluation, motivation et performance, même si je trouve qu'il y en a pas mal. Mais à chaque fois, il faut ramener ces théories-là pour démontrer en quoi chaque théorie va apporter quelque chose dans ton travail spécifiquement. Sur le plan méthodologique, pareil, dans ton travail, tu as parlé de 20 employés, on est d'accord, je parle dans cette circonstance-là, et tu as parlé de 20 répondants. Ça veut dire que l'ensemble des salariés étaient interrogés. Si c'est le cas, si c'est ça le cas, ça veut dire que tu es sur un recensement. Parce que c'est toute la population étudiée, donc ce n'est pas un échantillon. D'accord? Et quand tu fais, par exemple, des entretiens, il faut apporter des éléments de précision dans le texte. C'est-à-dire, il faut que le lecteur puisse comprendre et connaître le nombre d'entretiens que tu as fait, le profil ou les profils interrogés, la durée de ces entretiens-là, les thèmes abordés, la méthode d'analyse. C'est à toi de justifier ça dans la méthodologie. Sur tes résultats, moi, j'ai un grand souci. Parce que quand tu présentes les tableaux, généralement, les tableaux avec des pourcentages, à la fin, c'est comme quand il y a sur la ligne totale, on doit avoir 100. C'est un pourcentage. D'accord? Mais je ne sais pas moi, tu présentes ce que tu veux, comme tu veux, et là, ça dérange le lecteur, il aura du mal. Il aura du mal. D'accord? Donc, c'est comme si
Donc, il y a des données qu'il faudra vraiment vérifier dans le tableau, parce que si tu dis, par exemple, 20 répondants, chaque personne, si c'est 20 répondants, chaque répondant représente 5%. C'est ce que ça veut dire sur le plan statistique. D'accord? Bon, maintenant, vérifie bien dans ton tableau, dans tes tableaux, hein, est-ce que ça colle en termes de données. D'accord? Parce que là, les 16 répondants, bon, il faut vraiment bien voir comment, parce que il y a des erreurs, hein, il y a des erreurs à corriger dans les tableaux et les graphiques. Alors, au niveau de chaque tableau en plus, tu as une mine d'or, mais tu ne l'exploites pas. Tu as des données, même s'il faut vérifier les chiffres, hein, il faut revérifier les chiffres, mais tu n'analyses pas, tu n'interprètes pas, tu te contentes de dire X% de tableau, ce que les lecteurs peuvent voir, peuvent lire. Elle est en retard, c'est pour ça. Il faut analyser et interpréter. Chaque pourcentage représente quoi pour toi dans le cadre de ce travail? Il faut approfondir ça. Il faut approfondir. Maintenant, au niveau, comme on a dit, il faut revisiter la langue, parce que, par exemple, même IUS, dit Institut universitaire en sciences. Mais c'est pas Institut universitaire des sciences, par exemple. Hein? Quand tu veux écrire bibliographie, tu as écrit bibliographie. C'est des légèretés. Et ça, c'est pas le fait que tu avais des problèmes. Non. Ce sont des légèretés. Et donc, ta mission, c'est de les corriger. OK? Donc, je t'invite à les prendre en considération, prendre les remarques en considération. Heureusement, tu as pu tenir bon. Hein? Et, par exemple, j'ai montré à tout le chacun comment générer la table des matières. Mais si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Hein? J'ai montré comment aussi faire les citations, les références dans le corps du texte pour qu'à la fin, on puisse avoir une bibliographie correctement rédigée. Donc, c'est à toi de te mettre au travail, hein, pour pouvoir respecter les règles. Donc, merci de revisiter le Canva et de faire attention à tout ce que le rapporteur disait. Comme quoi, cette question, on souligne, on fait... Non. Et puis, les titres, hein, il faut vérifier tes titres. Il faut vérifier les numérotations. Hein, parce que l'IUS s'attend à ce que les uns et les autres respectent le Canva. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour améliorer ton texte. Heureusement, tu as non seulement le Canva, et tu auras, comme tout le monde, l'enregistrement, cet enregistrement qui, tu pourras réécouter ça des milliers de fois s'il le faut. Hein? Et surtout, tu ne vas pas envoyer un message au docteur Fred Selimène en disant j'ai oublié de noter les remarques, est-ce que tu... Non, hein? D'accord? Donc, chacun est responsable. Toi, tu dois vraiment te mettre à travailler correctement pour finir ton travail. Voilà. Alors, je vais passer la parole à l'encadreur, Monsieur Rijan, Louis, qui va nous parler un peu de cette collaboration. Hein? Voilà. Chers collègues. Merci, docteur Providence. Je vous salue. Je salue docteur Selimène. Oui, bonjour. Le rapporteur. Je salue toute l'assistance. Je salue surtout le courage de Madame Florville, qui a su tout au long de ce travail fait preuve de courage, preuve de détermination malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc, je salue son courage. Je la félicite également d'avoir fait une si belle présentation.
Alors, comme je l'ai toujours dit, et en fait, quelques minutes avant la soutenance, je lui ai dit ça également. Donc, il n'y a pas de travail scientifique parfait. Ça n'existe pas. Donc, il y aura toujours des remarques, il y a toujours des choses à corriger pour améliorer surtout le travail. Bon, j'espère qu'elle a bien écouté, qu'elle va prendre en considération les différentes remarques qui lui ont été adressées non seulement par le rapporteur, mais également par le président du jury pour pouvoir améliorer son travail. Je voudrais surtout souligner quelque chose pour le docteur Selimène, qui a posé une question peut-être, je ne sais pas, qui concerne la réalité haïtienne. C'est en ce qui concerne la succursale du parc industriel. Alors, en fait, je voudrais souligner pour le docteur Selimène, bien que peut-être je m'attendais à ce que Mme Florville réagisse là-dessus avec beaucoup plus de détails, mais malheureusement, elle ne l'a pas fait. Donc, c'est concernant surtout le cadre juridique. Je voudrais dire surtout à M. Selimène que, en fait, même si la BNC, c'est une institution financière de l'État, une banque de l'État, il y a un siège social, il y a un siège social, mais pour pouvoir desservir toute la population, eh bien, la BNC implante dans les différents départements, bien dans toutes les régions, même à Port-au-Prince, plusieurs autres succursales. Okay? Donc, la succursale du parc industriel, c'est en quelque sorte, je dirais, une entité de la BNC. Donc, une entité de la BNC pour servir une population en particulier. Alors, je voudrais réagir également concernant la deuxième question, même si je n'ai pas le droit de répondre directement à la place de Mme Florville. Mais en fait, M. Selimène a posé une question pertinente. Le rapporteur, il a posé une question pertinente en ce qui concerne le lien existant entre l'augmentation de salaire et la performance du personnel. Donc, bon, même si c'était une question à caractère personnel qui a été adressée à Mme Florville, mais je crois qu'elle aurait pu réagir, qu'elle aurait pu donner une réponse beaucoup plus satisfaisante, surtout lorsque le rapporteur lui a demandé est-ce que, en quelque sorte, est-ce que le niveau de performance des employés est lié peut-être lié à une question d'augmentation de salaire. Alors, je voudrais souligner surtout pour Mme Florville que le salaire n'est pas le seul élément capable de motiver un employé. Il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que le salaire, il y a pas mal d'auteurs que tu as présentés dans ton travail. Par exemple, Maslow qui présente à travers une pyramide de besoins, qui montre que, en fait, il y a un ensemble de besoins, que l'entreprise doit prendre en considération si on souhaiterait vraiment que l'employé reste motivé. Tu présentes également la théorie des deux facteurs dans ton travail, la théorie des deux facteurs de Herzberg, qui montre qu'il y a en quelque sorte des facteurs qui conduisent à la motivation, tout comme il y en a d'autres qui conduisent à la démotivation des employés. Bon, il y a Ford également qui, en quelque sorte, présente le salaire comme étant un élément, un facteur déterminant capable de motiver l'employé. Donc, je m'attendais à ce que Mme Florville mette beaucoup plus d'accent sur ces éléments-là pour appuyer, ou du moins pour montrer que le salaire n'est pas le seul élément capable de motiver ou bien rendre performant un employé. Donc, il y a d'autres éléments, comme les conditions de travail, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est justement pour, dans un premier temps, encourager Mme Florville à prendre en considération les remarques, mais aussi pour dire à Mme Florville bon courage pour les suites,
la prise en considération des recommandations pour pouvoir soumettre un travail beaucoup plus acceptable, mais aussi un travail répondant, obéissant aux normes de l'IUS. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces propos. Merci pour l'encadrement. Et j'ajouterai tout simplement tout ce que tu as dit là, monsieur l'encadreur, doit être dans le texte. C'est vrai qu'on pose des questions à chacun, d'accord? La personne peut toujours formuler des éléments, apporter des éléments de réponse, mais dans le texte, ces réponses-là doivent s'y trouver. C'est ça qu'on demande aux étudiants. C'est pour ça que à l'IUS, cette première étape doit faire suite à une nouvelle, à savoir la correction en profondeur de chaque texte. Rosna, tu as quelques secondes, 30 secondes pour le dernier mot. Qu'est-ce que tu dirais? Merci beaucoup. Je tiens compte à vos remarques. Travailler très fort pour corriger. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va permettre au prochain président de prendre la main